Nous nous présentons devant cette commission d'enquête parlementaire pour répondre à votre convocation pour audition. Quel est le sens de cette convocation de notre collectif Dernière Rénovation dans une enquête sur, je cite, des groupuscules auteurs de violences? Nous ne sommes pas un groupuscule, terme péjoratif d'emblée, et nous sommes fondamentalement non-violents. La non-violence est notre ADN, le principe même de notre action. Alors, quel est le sens de notre présence ici? Notre campagne revendique des mesures législatives enfin déterminantes contre l'évolution dramatique du climat. Alors merci de nous donner cette nouvelle occasion de porter notre message auprès des institutions. Nous avons déjà pu le faire dans une audition au Sénat à propos de la politique du gouvernement sur la rénovation thermique des bâtiments. Et notre campagne a contribué à l'avènement d'un vote majoritaire sur cette question en novembre dernier à l'Assemblée nationale. Nous étions là pour défendre sa légitimité. Initialement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la convocation de ce soir correspondait à une table ronde d'associations de défense de l'environnement. Corrigeons tout de suite. Nous ne sommes pas une association de défense de l'environnement, nous sommes une campagne de résistance civile non violente. Nous sommes des citoyennes et des citoyens, des gens ordinaires qui résistent à l'effondrement de notre société, à l'effondrement de nos conditions de vie, de notre sécurité vitale à toutes et tous. Nous sommes des personnes, jeunes, moins jeunes, dans toute la France, animatrices, boulangères, ingénieurs, fromagers, étudiants, charpentiers. Nous sommes des mères, des pères, des frères et sœurs, des grands-parents qui s'engagent pour protéger les personnes et le monde qu'ils aiment. Des personnes comme nous, il y en a partout dans le monde. Dans chaque pays, il y a des poches de résistance, des gens qui se battent pour un monde vivable. Un monde qui ne se réduirait pas à des niches préservées pour les plus privilégiés, les plus puissants, au milieu d'un enfer. Ce ne sont pas des convictions que je présente, ce sont des faits scientifiques. Ce ne sont pas nos mots, ce sont par exemple ceux du secrétaire général des Nations Unies qui dit « Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur ». Dernière Rénovation fait partie d'un réseau présent dans 11 pays, avec des personnes aussi déterminées que nous, qui s'organisent pour résister au chaos. Nous espérons de toutes nos forces que partout dans le monde, les populations enjoignent les institutions de leur pays à agir au plus vite. Notre méthode a fait ses preuves dans l'histoire. La résistance civile non violente, le droit de vote des femmes, la reconnaissance des droits des personnes racisées, les droits fondamentaux des personnes atteintes du sida. Tout ça n'a pas du tout été obtenu par le seul fonctionnement parlementaire. Ces victoires sont le fruit d'actions perturbatrices, non violentes, menées par des personnes courageuses et déterminées. Comme eux, nous créons des perturbations non violentes et nous continuerons jusqu'à obtenir les changements indispensables à notre survie collective. Déranger un peu le cours des choses pour ne pas voir le cours des choses nous mener en enfer. C'est le GIEC qui déclare: dans une large mesure, la société civile est la seule force motrice sur laquelle on puisse compter pour pousser les institutions à changer au rythme voulu. C'est pour ça qu'on est là, pour que nos actions produisent les changements nécessaires pour nous protéger, nous et les générations à venir, parce que nous prenons nos responsabilités en tant que citoyennes et citoyens. Et nous demandons des choses concrètes, très concrètes, avec pour premier pas l'application des mesures de la Convention citoyenne pour le climat concernant la rénovation énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un plan à la hauteur de l'urgence, expertisé, qui mise sur la capacité des institutions à respecter leur sens premier, œuvrer pour l'intérêt général. Concrètement, engager un tel plan de rénovation constituerait un triple bénéfice, en diminuant la dépendance énergétique de la France, en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, et enfin en permettant aux 12 millions de personnes qui vivent dans la précarité énergétique de s'en sortir. Car été comme hiver, cette forme de précarité tue tous les ans par milliers dans la plus grande indifférence. Nous avons adressé un premier ultimatum à l'Élysée en mars 2022, constatant l'inefficacité des politiques publiques en la matière. Et nous n'avons pas été entendus. En conséquence, nous avons mené 3 vagues d'actions successives. Ces actions, avec d'autres, ont replacé l'urgence climatique dans le cœur du débat, mobilisé des centaines de personnes, et en novembre 2022, ça a été dit, une hausse considérable du budget alloué aux politiques de rénovation a été votée au sein de cette Assemblée. Malgré cela, le gouvernement a écarté ce résultat par le 49.3 et s'est contenté jusque-là de très timides réformes.
Pour cette raison, nous continuons nos actions et nous assumons nos responsabilités face à l'histoire, là où ce même gouvernement les esquive. Car de façon générale, l'action politique est indigente. L'État a été condamné par les tribunaux administratifs pour le manque d'efforts à faire baisser les émissions de CO2. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a qualifié de pitoyable la réponse des États au réchauffement climatique. Cette indifférence pour nos vies, ce choix pour les profits immédiats, représente aujourd'hui un crime de masse. Si rien ne change, il faut s'attendre au pire. Chaque degré de réchauffement global, en plus, implique une hausse de plus de 10% des conflits armés. La trajectoire actuelle condamne des régions où vivent des milliards d'êtres humains à devenir inhabitables. Et aucun d'entre nous ici ne sera épargné par un tel chaos. Le déni ou le cynisme ne protégera personne. Et pourtant nous voici là, aujourd'hui, à devoir entendre malheureusement des suspicions d'une commission d'enquête qui se trompe, nous le pensons encore, de combat et de coupables. Les plus grands scientifiques pointent du doigt l'effondrement de nos conditions d'existence. Pendant ce temps, certains députés, pas tous heureusement, s'acharnent sur les citoyens qui défendent la vie sans violence. Ils prennent alors bien soin de ne pas cibler les groupuscules d'extrême droite qui sévissent par tabassage et agression dans le pays, attisant la haine quand on n'a plus que jamais besoin de solidarité. Les décisions de la classe politique, depuis des dizaines d'années, nous ont placés, moi, vous, toutes les générations actuelles, dans ce que la justice appelle un état de nécessité. C'est l'état dans lequel on se trouve face à un danger si grand qu'on est obligé de transgresser des lois pour y faire face. Comme le dit le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, et j'espère que vous aurez l'honnêteté d'en convenir, certaines actions illégales sont parfois légitimes. Non seulement nos actions sont légitimes, mais les choix politiques les ont rendues nécessaires, indispensables, parce que tout ce qu'il y avait avant comme recours pour se faire entendre a été ignoré, méprisé, et par là, c'est notre droit à la vie qui a été méprisé. Les marches, les rapports scientifiques... Il faut que vous éteigniez le micro, voilà. Il n'y en a qu'un qui fonctionne à la fois. Les marches, les rapports scientifiques, les pétitions, les recours en justice, les grèves lycéennes, les alertes, les mesures internationales, les rendez-vous de plaidoyer, les luttes locales, les discours à l'ONU n'ont pas été entendus aujourd'hui. Nous en sommes à bloquer des routes pacifiquement, à mener des actions coup de poing pacifiquement, à s'envoyer en garde à vue toujours pacifiquement pour vous faire agir. J'aimerais que tout le monde se rende compte de où est-ce qu'on en est arrivé. Je ne sais pas quelles histoires se racontent les gens au pouvoir aujourd'hui, mais moi je vais vous dire ce que je vois autour de moi dans la lutte. Je vois d'autres jeunes qui, comme moi, sont poussés vers le précipice. Ça, tout le monde le sait. N'importe qui a lu un rapport du GIEC le sait aujourd'hui. Quand on a mon âge et qu'on regarde la réalité en face, quand on fait ce choix-là, on doit faire le deuil de ses projets de vie, on doit faire le deuil de ses projets de famille, de son avenir. Imaginer un futur à plus de 5 ou 10 ans n'a strictement aucun sens aujourd'hui pour moi et pour tous les jeunes comme moi. En face de nous, il y a des gens, souvent plus âgés, qui exigent que l'on se taise au lieu de nous tendre la main pour essayer de nous aider face à cette catastrophe. J'espère que vous saisirez un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, l'aliénation que ça représente. Cette injonction au silence face à la fin du monde tel qu'on le connaît, je crois que c'est quelque chose que l'histoire retiendra comme profondément obscène. Alors vous savez, tout ça est déjà tellement violent que les intimidations peuvent plus tellement attaquer notre détermination, malheureusement. Nos mouvements peuvent être dissous, on peut être stigmatisé, on peut être poursuivi, on peut être mis en garde à vue, mis en prison, on ne s'arrêtera pas. L'élan et le mouvement ne s'arrêteront pas. C'est le plus grand défi de l'humanité qui nous demande d'être à la hauteur et nous n'avons pas d'autre choix. La répression de notre action est dérisoire face à ce qui nous attend si on choisit de ne rien faire. À chaque fois que l'un de nous sera mis en cellule, tabassé, intimidé, vous verrez que parmi nous, parmi celles et ceux qui défendent la vie sur Terre, personne ne tremble. On fait face à une peur qui est infiniment plus grande. J'espère que chacun ici le comprend. Et j'aimerais ajouter une dernière chose, qui est peut-être la chose la plus importante dans ce qui doit être dit ici, dans cette commission spécifiquement, qui est aussi la raison pour laquelle une campagne non violente est venue à cette commission malgré l'intitulé qui a été souligné par Florence. Si la résistance civile non violente d'aujourd'hui n'est pas entendue, inévitablement, ce sont des générations entières qui seront encore plus acculées, encore plus désespérées, et ça, vous le savez mieux que nous, c'est extrêmement dangereux. Le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas, et par conséquent, la lutte ne s'arrêtera pas non plus.
La répression n'y changera rien. Mais vous êtes les personnes au pouvoir aujourd'hui, vous êtes les puissants dans ce combat, je sais que vous le savez. Ça veut aussi dire que vous avez le pouvoir de décider quelle forme va prendre cette lutte. Ça veut dire que sur les questions de violence, comme pour le reste, la balle est dans votre camp, à vous ici. Vous voulez vraiment préserver la société des affrontements et de la violence, valider les méthodes non violentes au lieu de les criminaliser et donner des victoires politiques à la résistance civile non violente. Toutes les autres issues sont chaotiques inévitablement. Et je vais conclure ce propos liminaire avec une question pour tous les gens qui sont ici, mais aussi pour tous les gens qui nous regardent peut-être. Selon vous, qui va protéger les populations, y compris les Françaises et les Français, y compris nos familles, y compris vos familles, à tous qui êtes ici? Qui va nous protéger face aux ravages du réchauffement climatique? Jusqu'à maintenant, le gouvernement ne le fait pas, c'est un fait reconnu judiciairement. C'est donc la responsabilité de chaque personne, chaque adulte, de regarder la réalité en face et d'agir. Ne jamais cesser d'agir tant que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Merci de nous avoir écoutés.